Bienvenue à La santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute! Les invités cette semaine, Mme Andréane Lacroix, étudiante en médecine, Dr Jimmy Mayou, résident en radiologie. Mes deux invités sont des amateurs de microbrasserie et des passionnés. J'ai donc décidé de les inviter pour une entrevue. L'entretien a eu lieu à la brasserie Alpha sur la rue Semple à Québec. Au cours de l'entretien, nous revoyons le parcours de mes deux invités, discutons de leur passion de la bière et également de l'univers des microbrasseries. Au cours de l'entretien, je rencontre également Max, un employé de la brasserie, qui me parle de son travail et de sa passion de la bière. Bonne écoute. Salut Max. Bonjour. On est à la brasserie Alpha. Oui, exactement. Peux-tu me présenter un peu la brasserie? Ben oui. En fond, nous, on est ouvert, ça fait 2 ans ici. Donc, moi, je suis propriétaire, je suis seulement employé. Mm-hmm. Donc, je suis assistant brasseur, temps plein dans la brasserie et je fais du bar occasionnellement. OK. Sinon, ça fait quand même 7 ans, je pense, que les propriétaires ont parti le projet. En général, ils ont brassé comme dans d'autres brasseries avant d'ouvrir ici. OK. Sinon, donc oui, ils ont ouvert en pleine pandémie. Ben oui, c'est ça, exactement. Il y a 2 ans, c'est pas mal. Comment vous êtes passé à travers la pandémie? Bonne Avec question. beaucoup de courage? Oui, beaucoup de courage. Le monde venait chercher de la bière pour emporter. OK. C'est beaucoup ça. C'est les deux frères brasseurs. Ça fait longtemps qu'ils sont dans le domaine en général. OK. Ça a pris un bouche à oreille, ça a aidé beaucoup. OK. Sinon, notre créneau, c'est pas mal les New England IPA. Ben tout ce oui, qui est c'est bière ça. houblonnée. Mm-hmm. Là, on essaie de se diversifier un peu. On a beaucoup de bières sûres aussi en ce moment. OK. Des bières comme le Start au café aussi. Travailles-tu, toi, à la production? Oui, OK. comme assistant, oui. C'est quoi le minimum de bière, mettons, qu'il faut faire là, quand vous faites une production? Là? En termes de litres ou... Ouais. Nous, Ça vaille la peine, entre guillemets. pour que ça aille la peine. Je vois des grosses cuves en arrière. Ouais, là, ça c'est contient, sais-tu? Nos plus petites cuves, c'est 3500 litres. Quand Les même. plus grosses, c'est 7000. OK, quand Ouais. même. Fait que c'est quand même beaucoup de litres, honnêtement. Là. Si vous allez dans OK. d'autres microbrasseries, souvent, ça va être des cuves de 1000 litres là, pour OK. les plus petites micros. OK. C'est qu'ici, leur modèle, au départ, était beaucoup pour la distribution. OK. Donc, c'est pour ça qu'ils ont commencé à faire des canettes. Ils se sont vraiment équipés pour grossir aussi. Là. Comme le local est très gros, puis éventuellement, ils veulent rentrer de plus en plus de fermenteurs. On se questionnait tout à l'heure, canette versus bouteille pour c'est- microbrasserie. C'est quoi? les canettes, c'est vraiment moins lourd. OK. Ça, au niveau du transport, ça paraît beaucoup. OK. Sinon, c'est pas au niveau du recyclage, mais en général, les gens ne rapportent pas les canettes, non, les bouteilles. Oui. Tandis que les canettes, on espère qu'ils les mettent au recyclage. OK. Sinon, c'est moins cher aussi. En production? Ouais. Mhm. Pour l'encapsulage? Ou c'est quoi, Ouais, un peu de tout. Là. Puis je pense que dans le transport, ça joue beaucoup. Juste une palette de bouteilles, là, le poids Ben, pour le j'imagine au transporteur. poids, effectivement, ça a du bon sens. Là. Ouais. Mais puis pour ce qui est arrivé aussi avec le temps, comme il y a eu de plus en plus de microbrasseries, les détaillants comme les épiceries voulaient avoir de quoi d'uniforme pour les tablettes. Parce que il y a plein de là. petites choses commerciales auxquelles on pense pas toujours. Ouais, c'est ça, parce que là, il y en a un qui a une bouteille, l'autre qui a une bouteille un peu différente des autres, l'autre des canettes, fait que le facing n'est pas uniforme. Les Ça, gens aiment moins ça. Ouais. Je pense que ça a Votre joué clientèle, beaucoup. c'est quoi? Parce qu'on est dans un parc industriel. Ouais. Donc, en rentrant tout à l'heure, la première chose que je me suis dit, c'est une drôle de modèle d'affaires, mais Ouais.
mes invités disent que finalement, c'est une bonne place. Puis, c'est quoi la clientèle? C'est des gens du coin? C'est beaucoup des gens du coin. C'est sûr, il y a beaucoup de shops autour. Donc, les midis, on a beaucoup des fois des groupes de 15, de 20, de 30. Des gens du bureau qui viennent prendre un verre en mangeant. Ouais. OK. Sinon, l'été, on a un peu toutes sortes de monde, d'amateurs de microbrasserie en général. C'est comme on fait partie du passeport de bois local qui donne une pinte gratuite avec les microbrasseries incluses. OK. Sinon, c'est pas mal ça. C'est sûr que quand tu passes pas dans le coin, tu ne connais pas beaucoup. Non, à Québec, on est encore quand même de moins en moins, mais inconnu un peu. OK. Comme au Festibière de Québec, cet été, on se l'est fait dire beaucoup par des gens de Québec. Là, on vous connaissait pas, où vous êtes, puis fait que c'est encore à découvrir. Okay. C'est sûr que la pandémie n'a pas aidé non plus. Là-dessus, on a été fermé 1 an. Andréane, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. Merci, salut, ça va bien? Ça va bien toi? Oui. Jamie, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre, ça va bien? Oui, alors une petite occasion spéciale, on est à la brasserie Alpha. C'est bien ça, oui. Sur la rue Simple. Oui, à Québec. Dans le parc industriel. C'est ça, c'est un très bel endroit. C'est un endroit que vous connaissez les deux, je pense. Exact. Ouais. Je viens à l'occasion ici chercher ma bière préférée, là, qui est la Kona. Là. Ouais, pour ma part, moi, c'est une brasserie que j'ai découvert dans mon exploration, en fait, des différentes microbrasseries qui se retrouvent à pousser un petit peu partout au Québec. Ouais. Puis c'est pas très loin de chez moi, fait que je m'y suis arrêtée quelques fois. OK. Puis la première chose que je me suis dit en rentrant, drôle de modèle d'affaires, une brasserie dans un parc industriel, mais comme tu me disais tout à l'heure, pour les microbrasseries, c'est intéressant pour l'espace. Oui, je pense que ça fait un beau site de production, puis ils peuvent expandre quand même assez rapidement des fois quand ils veulent prendre beaucoup d'expansion assez rapidement. C'est un beau milieu pour ça. Parce qu'on est à côté des cuves, là. J'espère que c'est pas de l'hydrogène, sinon... Alors, la raison de notre présence ici, c'est qu'on parlait tout à l'heure en salle d'opération. Je pense une journée où vous étiez tous les deux là. Puis, exact. C'est ça, à 23h au bloc opératoire à l'hôpital de Saint-François. Pour me rendre compte finalement que vous étiez deux fanatiques de bière, donc j'ai dit tiens, sujet de podcast. Donc avant de tomber dans le vif du sujet qui est finalement le houblon, j'aimerais ça connaître un peu votre parcours. Andréane, tu m'en as parlé un peu. Parcours un peu plus prolongé ou disons avec un raccourci. Oui, un petit détour avant. Un petit détour, c'est ça. Un petit détour avant, mais qui m'a fait atterrir en médecine par la suite. En fait, moi, j'ai fait mon bac et ma maîtrise en physiothérapie avant de débuter ma formation de médecine. Puis, je m'étais jamais vraiment questionnée par rapport à la médecine avant d'avoir terminé, finalement, ma première formation. J'ai travaillé, en fait, en physiothérapie là, pendant 3 ans et demi, pendant mes études de médecine, justement. Là. Fait que j'ai terminé toute ma formation de physio. J'ai travaillé comme physio à l'hôpital, au privé aussi. Puis finalement, je côtoyais un petit peu des médecins. Puis je me suis dit, finalement, ça m'allume aussi comme travail. Je pense que je pourrais faire une pas pire job. Fait que je me suis dit, voilà, je change de branche. Puis je me suis adonnée à être admise. Là, fait que un beau hasard. Mais ce qui m'a impressionné, c'est le fait que tu travailles à temps plein pendant tes études. En fait, j'avais 2 travails pendant mes études. Fait que, mais évidemment, les études, je les faisais à temps plein. Puis je travaillais quelques soirs semaine comme physiothérapeute au privé, plus l'emploi aussi comme physiothérapeute à l'hôpital en même temps aussi. Fait que là, parfois des fins de semaine de garde. Puis dès que j'avais plus d'école en journée, ben là, j'étais temps plein à l'hôpital, plus mes soirées de PCN aussi. Là. Fait que ça faisait des horaires assez bien remplis quand même. Là, la physiothérapie, là, c'est terminé par contre. Depuis le début de l'externat? Exactement. J'ai pris ma retraite juste avant le début de l'externat. J'avais pas le choix. C'était trop demandant? Ben, en fait, les horaires se marient très, très mal parce que l'horaire d'un externe, c'est très peu stable. Puis quand on a des clients... tu sais, des horaires fixes, finalement, en soirée chez PCN. Moi, je travaillais chez PCN, finalement, là. C'était pas vraiment possible, là, de savoir, tu sais, si j'allais pouvoir arriver à l'heure à mes rendez-vous, puis tout ça, là. Fait que ça a dû être la fin de cette belle aventure. Puis toi, Jimmy?
Mais moi, j'ai un parcours assez particulier, pour être honnête avec vous. OK. Moi, j'ai grandi sur une ferme laitière, OK. sur la rive sud de Montréal, là, une petite ville qui s'appelle Granby, j'imagine que vous connaissez, là, à cause du zoo, là. Ben, c'est pas une petite ville, Granby, quand même. Ouais, mais comparativement à Québec, c'est un petit peu plus petit, là. OK. Fait que, tu sais, depuis que je suis jeune, moi, j'ai toujours eu... je suis quelqu'un de très curieux. J'ai de la facilité à l'école quand même, naturellement, sans trop étudier, là. Puis la médecine, ça m'intéressait quand j'étais plus jeune, mais le problème avec moi, c'est que j'ai une phobie du sang. OK. Ouais. On avait parlé de ça aussi en salle d'op. OK, ça, je m'en rappelais pas, mais c'est vrai. Ah oui, OK. C'est ça. Puis après ça, j'ai eu l'opportunité de travailler dans un abattoir de porc. OK. Puis j'ai commencé à travailler là-bas pendant quelques semaines. Puis à un moment donné, j'ai fait un choc vagal à cause du sang. Puis j'ai tombé à terre et j'ai fait une commotion cérébrale. Puis là, ils m'ont envoyé à l'hôpital, etc. Puis après ça, je suis quand même revenu travailler le lendemain. Puis j'ai travaillé là-bas pendant 1 an de temps. Puis j'ai été exposé au sang. Puis j'ai désensibilisé. Puis j'ai vaincu ma phobie du sang de cette façon-là. Puis je me suis dit, ben, tu sais, ma phobie du sang, elle n'existe plus à partir de ce moment-là. Fait que j'ai décidé de retourner aux études. Puis après ça, j'ai fait un bac en biologie médicale à Trois-Rivières. Puis après ça, je suis rentré en médecine à Québec. OK. Content de ton choix? Très content de mon choix là, en radiologie à Québec. Là, je pense que c'est la plus belle spécialité. Dis-moi donc, la radiologie, as-tu peur de l'intelligence artificielle? Parce que j'ai entendu qu'aux États-Unis, les postes de résidence en radiologie sont plus difficiles à combler. Moi, ça me fait vraiment pas peur. Puis je trouve ça vraiment très intéressant parce que en radiologie, le débit, là, il arrive de façon exponentielle. Là. Avec la nouvelle pratique, l'ère des poursuites, surtout aux États-Unis, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup d'imagerie qui doit être lue dans un temps relativement plus court qu'auparavant. Puis les radiologistes ne sont pas nécessairement plus nombreux. Fait que si un jour l'intelligence artificielle pourrait arriver sur le marché, puis ça pouvait lire rapidement les examens qui sont normaux, ça les clearait rapidement, puis nous, on peut se concentrer sur les cas qui demandent un œil attentif, mais pour moi, là, ça ferait mon plus grand bonheur, parce que moi, ce que j'aime en radiologie, c'est des découvertes, là. Lire des scans normaux, ça, pour moi, là, j'aime vraiment pas ça, là. Mais dans un modèle où la rémunération est à l'acte, donc le radiologiste est payé aussi cher pour lire un scan normal qu'un scan anormal. Si on t'enlève 90% de tes lectures, là, tu vas prendre de la bière pour oublier. Ouais, c'est sûr que ça va changer. Mais après, c'est quelque chose que j'ai entendu, comme la pathologie aussi, peut-être quelque chose qui se prête aussi à l'intelligence artificielle, à suivre. Oui, on va voir ça, mais moi, je suis pas... j'ai pas peur de ça, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais jeune? Disons, tu me disais, là, voulais-tu être agriculteur, disons, prendre la relève? Oui, ça m'a passé par la tête, là, mais il est arrivé des petits pépins qui m'ont fait déguer de mon trajet, puis j'ai changé de branche en cours de route, là, mais moi, quand j'avais 6-8 ans, là, j'ai toujours rêvé d'être pilote d'avion. OK. Des pilotes d'avion de chasse, là, les F-18, là, pour moi, j'ai toujours trippé là-dessus. Voler dans les airs, les avions, je trouve ça le fun, des sensations fortes. Mais travailler dans l'armée, là, c'est pas quelque chose qui m'intéresse nécessairement. Là. OK. Un gars d'adrénaline, mais finalement, t'as pas choisi pour le même genre d'adrénaline. L'adrénaline derrière un ordinateur à regarder des poumons ou... Exact. Écoute, moi, je suis quelqu'un de très curieux, puis je m'intéresse à tout, fait qu'en radiologie, je suis super comblé pour ça. Là. OK. Ah ben c'est bon, c'est un excellent choix. Andréane, dis-moi, toi, quand tu étais jeune, tu voulais être physiothérapeute ou... Non, pas du tout. En fait, mon choix de carrière, pour moi, là, ça a été la chose la plus difficile à faire parce que j'étais un enfant, puis encore un adulte curieux. En fait, j'avais beaucoup d'intérêt dans plein de domaines. J'étais une grande sportive, moi, quand j'étais plus jeune, puis je faisais des arts martiaux. J'adorais tout ce qui était cinéma. Puis on dirait qu'en vieillissant, Jimmy a mentionné que pour lui, sa scolarité, il y avait quand même une certaine facilité. Puis c'est quelque chose que je partageais un petit peu avec lui aussi. Une certaine facilité à l'école, mais qui fait souvent en sorte que finalement, on est appelé par plein de domaines. Puis... fait que moi, mon choix de carrière, ça a été un gros point d'interrogation jusqu'à ce que je doive faire un choix au cégep. J'ai jamais vraiment été animée d'une vision d'avenir particulière, vraiment. Là. Puis, fait que finalement, je me suis tournée vers la physiothérapie, mais ça a été une question de je voulais travailler dans le public parce que j'aime le côté social, mais j'avais appliqué, moi, initialement, quand je suis rentrée à l'université, j'avais appliqué en mathématiques et en physiothérapie, deux mondes complètement à part. Ouais. Mais
quand je me remets dans ma plus tendre enfance, c'est ça, j'aimais le sport. Je me voyais peut-être basketteuse, professionnelle, parfois. Et puis, les gens me voient pas, là, les gens m'entendent, mais je suis pas quelqu'un qui prend énormément de temps devant le miroir pour me coiffer, là. Mais croyez-le ou non, j'ai déjà dit à mes parents que je voulais être coiffeuse. On est loin du compte. Peut-être une question aux deux. Il y a un étudiant en médecine à Québec qui s'est enlevé la vie il y a quelques semaines. Puis là, j'écoute un peu ton parcours. Oui. Andréane, l'épuisement professionnel ou c'est quelque chose auquel vous pensez? Parce que j'écoute juste ce que tu fais depuis 2 ans, puis il me semble que c'est une recette dangereuse, peut-être. Dangereuse. Puis, mais en fait, j'avais trouvé un bel équilibre malgré tout, malgré mes différentes obligations puis entreprises. Là. Mm-hmm. Moi, en fait, l'épuisement professionnel me fait peur depuis que j'ai commencé l'externat, parce que je vois les gens aller, oui, les externes aller, mais les résidents aussi, puis même les patrons, c'est un rythme qui, finalement, n'a pas l'air de s'amoindrir tant que ça, même quand on change ou qu'on gravit du moins les échelons. Là. Ouais. Puis justement, il y a eu, c'est ça, le décès d'un ami, quand même, Louis Bénédicte, puis mentionnons-le, qui était un fan de bière, lui aussi, là. Un très, très grand fan de bière. Puis c'est toujours un son de cloche, on dirait. C'est vraiment malheureux comme son de cloche. Mais, tout à fait. Mais l'épuisement professionnel, je pense qu'il faut y penser. Faut y penser, puis faut en être conscient, en fait, au jour le jour. T'sais. Puis c'est pas chose facile parce qu'on est pris dans, justement, un système qui est très demandant, avec des rendus puis organisationnels, mais aussi une pression induite un petit peu par, des fois, le système, la hiérarchie, nos pairs. Fait que c'est quelque chose qu'on peut difficilement combattre, des fois, par moment. Là. Fait qu'il faut comme un peu se soutenir, se serrer les bras, puis il faut en parler pour que, finalement, l'ensemble des différents niveaux administratifs, puis même dans le métier, que les patrons, les résidents et les externes soient tous conscients de cette réalité-là. Parce que c'est là où, finalement, il peut y avoir des changements. T'sais. Mais trouves-tu, Jimmy, que le modèle de pratique en médecine, c'est un modèle qui est pathologique? Le regard que tu portes là-dessus après peut-être 5 à 6 ans? Là, C'est une bonne question. Moi, je pense que la médecine, c'est quand même très demandant. Pathologique, je sais pas, je ne pourrais pas répondre, mais je pense que c'est important de rester à l'affût de soi-même et de rester aussi à l'affût de ses collègues. Parce qu'on côtoie beaucoup de personnes au quotidien, des externes, des résidents, des patrons aussi, puis l'épuisement professionnel, mais ça arrive un petit peu à tout le monde, puis des fois, on ne le voit pas venir. Fait que je pense que c'est important de demeurer disponible pour nos collègues quand ils ont besoin d'aide et qui viennent nous parler. Puis aussi, c'est important de garder un équilibre au travers de l'externat, au travers de la résidence. Puis les bars de microbrasserie, ça fait partie d'une de mes passions qui me permet de garder un certain équilibre parmi d'autres passions aussi que j'ai. Ouais. Exact. L'équilibre, c'est changeant puis c'est dynamique. Puis un équilibre pour un ne sera pas l'équilibre de l'autre non plus. Fait que faut trouver des choses qui nous allument puis se faire un temps pour vivre ces passions-là, finalement. Toi qui as vécu cet événement triste-là de près, là, est-ce que ça a changé ta définition de la santé ou avais-tu une définition de la santé avant de... Ben, ça l'a pas... j'ai pas revu ma définition de la santé. C'est quoi la santé pour toi? La santé, pour moi, c'est quelque chose qui va au-delà du simple fait d'être malade. Okay. En fait, c'est une question de bien-être. Donc, pour moi, la santé, c'est... Est-ce que ça nous permet d'avoir une qualité de vie? Est-ce que je suis en mesure de faire ce qui me tient à cœur, finalement? Puis, ça passe par un ensemble de... Ça passe par, oui, une santé physique, mais aussi une santé mentale, psychologique, puis aussi par l'environnement dans lequel je suis, les personnes qui m'entourent, les loisirs auxquels je m'adonne, le métier que je pratique. Tout ça font en sorte que je vais être bien, puis je vais être fonctionnel, puis ça, pour moi, c'est la santé. Jimmy? Ben, pour faire un petit peu du pouce, ce qu'Andréane a dit, je suis tout à fait d'accord. La santé, c'est un état de bien-être, autant physique que mental. Puis c'est sûr qu'en médecine, la santé mentale, des fois, ça peut prendre le bord, mais aussi dans notre société actuellement, je trouve que depuis quelques années, surtout peut-être à cause de la COVID, de la pandémie, la santé mentale, des fois, à l'urgence, est un petit peu, des fois... pas super bien pris en charge par la suite. Il n'y a pas assez de ressources pour aider les patients, je trouve. Là. Fait que,
aider les patients, puis aider les travailleurs. Le travail aussi. Puis moi, personnellement, quand j'ai fait mon externat, je suis quelqu'un qui est quand même très humain, qui est très proche de ses patients, puis j'ai tendance à être un petit peu trop empathique. Et que je savais que des fois, après avoir passé une grosse journée auprès des patients, des fois, j'amène ça sur mes épaules chez moi, puis j'y pense avant de me coucher. OK. C'est une des raisons aussi que j'ai choisi d'aller en radiologie, un petit peu pour ça, pour me protéger d'une certaine façon, je pense. Mais tu sentais ça comme étudiant ou Oui, comme ben en fait, quand j'étais à l'externat, là, c'est pas c'est la façon que moi je suis fait personnellement, le lien que je vis avec les patients. C'est chacun des patients que je traite, là, je les traite comme si c'était mes parents ou comment j'aimerais que mes parents soient traités. Là. OK. Fait que chacun de mes patients, je les traite très à cœur, puis des fois, ça met du poids sur mes épaules un petit peu trop. OK. Mais en étant radiologiste, as-tu peur peut-être de souffrir de l'éloignement des patients? Non. Selon la pratique que tu vas avoir moins de contact? Ben, d'une certaine façon, ça vient comme me protéger sur ce côté-là, mais ça vient aussi combler certaines de ce que je recherche aussi. Je suis quelqu'un de très curieux, puis en radiologie, je suis super épanoui par ça. Là. J'ai beaucoup d'imagerie que je peux aller fouiller partout, trouver des choses, aider les patients d'une certaine façon, étant plus éloigné, puis ça vient me combler. Là. OK. En tout cas, moi, je n'aurais pas pu être radiologiste parce que je m'endors l'après-midi. Fait que c'est sûr que m'asseoir après dîner, ça le faisait pas. Ça m'aurait pris une sieste de 2-3 heures. Dites-moi donc, parlez-moi donc des microbrasseries. Est-ce que vous vous connaissiez avant de faire votre stage? Du tout. On s'est rencontrés dans le stage. C'était mon boss. C'était mon boss. Ben oui, c'est ça. Puis donc, c'est là que vous avez partagé ou discuté de votre passion, là, donc... Ça s'est découvert dans la salle d'op. Quand on a commencé à jaser? Dans la garde. OK, j'ai été le catalyseur. Ah, absolument. OK. On était, je sais pas, faut dire, centrés sur le travail. Fait qu'on n'avait pas parlé de nos après-jobs, c'est-à-dire la bière. OK. Et finalement, on s'est découvert ça par hasard au beau milieu d'une... C'était quoi? Une appendicectomie, peut-être. Est-ce qu'il y a une définition d'une microbrasserie? Vas-y, tu veux te lancer, Jimmy? C'est une question de volume ou c'est quoi qui fait une microbrasserie par rapport à... Je sais pas. On a tous l'image en tête, mais... Ben, en fait, on va faire un préface à ça, puis je pense que tu me corrigeras si je me trompe, Jimmy, mais on est là un peu à titre d'expert de la bière, mais pour les gens qui nous écoutent, je demeure, en tout cas, je parle pour moi-même, je suis une amateur. C'est un loisir que j'apprécie, mais faut prendre toutes les infos qu'on donne avec un grain de sel. OK. Mais une microbrasserie, je vais dire moi ce que j'en pense, puis après ça, je me ferai lyncher sur les réseaux sociaux au besoin. Là. Mais pour moi, une microbrasserie, je pense qu'il y a une question de volume, oui. Donc, on parle d'une microbrasserie quand il y a un volume peut-être un petit peu plus limité, une distribution peut-être un petit peu plus limitée, puis des produits qui sont... Ben pour moi, synonyme de microbrasserie, c'est synonyme de qualité, de passionnés, de gens qui font de la recherche. C'est des gens qui... justement, n'avaient pas accès à de grandes ressources nécessairement. Puis finalement, au fil du temps, on réussit à se partir une petite entreprise. Puis c'est un peu comme ça que je le vois. Mais j'imagine qu'il faut produire la bière sur place. Là. Ça, c'est une condition sine qua non? Ben, pas nécessairement parce qu'il y en a des microbrasseries qui ont 2 emplacements finalement. Vraiment un local dédié à la production. C'est ça, Tout à fait, exactement. Oui, je pense que le fait de produire... localement, mais vraiment dans leurs locaux à eux qui leur appartiennent, c'est nécessaire. Parce que je sais qu'il y a des producteurs de bière desquels tu peux acheter de la bière. Là, tu l'achètes, tu mets ton logo dessus, puis là, tu vends ça, puis c'est du branding, entre guillemets, mais puis est-ce que c'est pas une microbrasserie là, dans votre esprit, j'imagine, Jimmy? Non, c'est ça. Moi, dans mon livre à moi, une microbrasserie, c'est que tu vas sur place, puis ils fabriquent la bière sur place, ou c'est fabriqué dans un autre site, mais c'est eux-mêmes qui la fabriquent puis qui la vendent ici. Les microbrasseries ont tendance à faire des batchs qui sont un petit peu plus réduites. Ils font des tests, ils regardent qu'est-ce que ça donne au final, si c'est super apprécié, si la clientèle adore, en redemande. Mais c'est comme ça qu'ils vont permettre de croître, de faire des plus grosses batchs, d'autres recettes, puis de devenir une plus grosse microbrasserie. Là. Ouais. Puis éventuellement, s'ils veulent faire des bières plus commerciales, ils peuvent se lancer vers ça. Là.
Mais je pense que c'est ça. Une bière de microbrasserie, c'est fabriqué sur place, puis il y a différentes tendances aussi qu'ils font, là, puis c'est ce que j'apprécie beaucoup, là. Ça vient d'où cette passion pour la bière? Hey, ça, c'est quand même assez curieux pour de vrai. Moi, avant la COVID, il y a eu un slash. Là. Avant la COVID, les bières de micro, moi, j'aimais pas ça. OK. Mais le goût... pris grand temps pour changer. Le goût se développe quand on change, en OK, toi, t'es un fan nouveau, là. Ça fait... C'est ça fait 2 ans là, avec la COVID. Là, printemps 2020. C'est ça, je me suis trouvé un passe-temps là. Tant qu'à rester chez nous, je vais faire quelque chose. Non, mais c'est comme ça que ça s'est développé. Puis là, je me suis mis à acheter des bières de microbrasserie. Puis il y en a que j'aimais beaucoup, il y en a d'autres que j'aimais moins. Puis je voulais surtout prendre des notes sur celles que j'aimais beaucoup pour les racheter, puis ne pas racheter celles que j'aimais pas. Puis c'est de cette façon-là que j'ai écrit des notes sur mon téléphone. Puis mon téléphone, j'ai écrit beaucoup de notes. Là, en médecine, je travaille beaucoup là-dessus, en radiologie, je prends des notes tout le temps. Puis je l'appelle même mon Pokédex là, pour les Pokémon. Pour les gens qui connaissent c'est quoi les Pokémon, là, c'est mon Pokédex. Fait que j'ai écrit beaucoup de notes de mes bières de micro que j'ai achetées. J'ai commencé à partager ça avec des amis, puis je leur montre c'était quoi les bières que j'aimais. Puis là, les gens autour de moi, ils commençaient à savoir que j'étais devenu un nouvel amateur, qui connaissait beaucoup de choses. C'était des belles recommandations, si je peux dire ça comme ça. Mm-hmm. Puis je commençais à être plus en demande auprès de mes amis. OK. Puis pour faciliter le partage, là, j'ai décidé de me faire un petit blog sur Instagram. Qui s'appelle? Monde.nipa. On mettra ça sur tes notes de balado. C'est ça, puis c'est super, ça me permet de prendre une photo puis de partager avec tout le monde. Puis là, mes amis m'écrivent plus directement, ils me suivent sur ma page Instagram, okay. Puis c'est comme ça qu'ils prennent note de mes nouvelles tendances, là, mais je dois dire que j'ai pris une petite pause dernièrement, mais je compte m'y remettre activement. Là. Mais le fait d'entretenir un blog comme ça, en même temps, ça t'empêche de déguster des produits que tu aimes parce que tu es toujours obligé d'en essayer des nouveaux? Ben, en fait, ce qui est le fun, c'est que j'ai une tendance avec mes amis, on fait des activités, des soirées, comme des samedis soirs, c'est ça, avec 2-3 amis, on achète peut-être, là, je sais pas, mettons on est 2, on achète 6-7 bières qu'on boit à 2, puis ça fait qu'on peut en essayer plus à 2 personnes comme ça. Okay. Fait que là, on fait comme des blitz de bière, puis là, je prends des notes un petit peu, elle est vraiment super, c'est agréable. Puis c'est sûr que mes meilleures reviews, c'est en début de soirée, parce qu'en fin de soirée, on s'entend qu'on est un peu avancé. Puis mais ça change le goût, j'imagine aussi? Ça change aussi le goût, là. Okay. Tout est meilleur en fin de soirée. Tout est bon. Puis toi, Andréane, cet intérêt ou cette passion pour la bière? Moi, en fait, l'intérêt pour la bière, ou même, d'ailleurs, le vin, le scotch, ça vient beaucoup de la bouffe. OK. Mes parents, en fait, étaient des bons épicuriens. Des fois, OK. En fait, curieux. C'était des personnes qui aimaient essayer plein de choses, puis souvent de faire des accords un petit peu avec la nourriture. Puis à la maison, beaucoup. J'ai la chance d'avoir des parents qui cuisinent super bien, mais on allait dans des restaurants, tu sais, puis on se faisait conseiller. Puis c'est venu un petit peu de là, puis les microbrasseries, ça l'a poussé depuis peut-être, ça fait moins de 10 ans, je pense, là, que ça l'a poussé vraiment beaucoup. Hein. Ce qui fit avec l'âge de la majorité, le début de la majorité, pour moi, ça l'a starté d'à peu près le même âge. Là. Fait que finalement, je me suis mis à justement goûter un petit peu les microbrasseries, juste des bières comme par-ci par-là, dans des soirées. Puis finalement, moi, c'est pas un blog que j'ai, mais j'ai une application, en fait, qui me permet de documenter, moi aussi, c'est quoi les bières que je déguste. Puis c'est un ami qui m'avait parlé de cette application-là. Je peux la nommer, dans le fond, s'il y en a qui sont intéressés. Ça s'appelle Untapped. OK. Puis... Donc c'est Andréane Untapped. Oui, en fait, je pourrais donner mes coordonnées après ça si quelqu'un veut s'abonner. Sur tes notes de balado, tout à fait. Parfait, excellent. Mais c'est ça permet d'enregistrer les bières qu'on déguste, mais pas juste à Québec, mais partout dans le monde. OK. Fait que, puis de donner justement les caractéristiques de la bière, l'endroit où on l'a acheté, l'endroit où on l'a dégusté. On peut rajouter une photo, on peut mettre des commentaires. Fait que c'est un peu un réseau social, mais qui tourne autour vraiment de la bière. OK. Les gens peuvent justement commenter sur nos dégustations, peuvent toaster, là, comme faire un petit cheers là, à la place du j'aime. Là. Oui, tout à fait. Fait que c'est comme ça que ça a pris son expansion. Fait que je pense que j'ai eu cette application-là peut-être en 2017. Il y a eu le Festibière de Québec qui a commencé peut-être dans les mêmes années aussi, ou peut-être un petit peu avant.
Fait que j'ai commencé à aller dans ces événements-là, puis j'ai pris goût, finalement. Plus on commence à enregistrer des bières là-dessus puis documenter, plus on a le goût de continuer. Okay. Puis c'est quelque chose qui est facile à faire parce que même si on apprécie vraiment une bière, il y a tellement de nouveautés rapidement dans le monde de la bière qu'on peut pas s'arrêter à ce qu'on connaît déjà. T'sais. On n'a comme pas le choix d'essayer du nouveau stock tout le temps. Là. Mais dites-moi donc les deux, là, je sais pas, peut-être Jimmy en premier, le fait de joindre ce loisir-là à ton blog, par exemple, est-ce que ça te met tout le temps dans une atmosphère un peu comme si tu étais en train de travailler, là? Tu peux pas juste prendre une bière, en plus, il faut que tu prennes des notes que tu penses, est-ce qu'il y a un petit peu d'agrumes, un petit goût poivré, non? En fait, oui, quand même, assez, là. C'est pour ça que dernièrement, j'ai pris une certaine pause, là. Mais moi, j'ai une petite personnalité un petit peu toc. Si vous allez sur ma page Instagram, vous allez voir que je pose un petit peu toujours le même type de pause, là. Je prends tout le temps le même verre. OK. Et quand je vais chez des amis, j'amène mon verre. OK. Un vrai, là. Pour qu'il soit pareil à mes autres photos. Parce que sinon, là, je trouve que c'est pas assez uniforme, puis j'aime moins ça. Mais pour faire un petit peu du pouce sur ce qu'Andréane a dit, moi, je connaissais ça un petit peu, l'application OnTap. Mais j'ai préféré utiliser plus Instagram. Je trouvais que c'était une plateforme qui était un petit peu plus vivante. Puis moi, c'est surtout l'aspect local qui m'intéressait dans les microbrasseries. Puis OnTap, c'est international. Puis je trouve qu'on perd un petit peu l'aspect local avec ça. C'est sûr qu'ils sont aussi sur ce site-là, mais moi, je veux vraiment aller directement dans les micros ici, puis regarder les gens autour de moi, d'autres fans de micros, qu'est-ce qu'ils partagent. Je suis pas intéressé à savoir que la bière au Vermont est écœurante, parce que anyway, je pourrais pas en acheter ici, puis je me déplacerai pas là-bas pour en acheter. Là. Okay. Moi, je veux savoir la nouvelle tendance Alpha, quand il en sort une. Je veux savoir c'est quoi, puis je veux l'avoir rapidement. OnTap, c'est que c'est comme plus des lignes, des mots. Je trouve qu'il y a moins de couleurs, c'est moins vivant. Donc, je préfère Instagram pour ça. Bon. Tu es en train de critiquer mon... C'est ce que je vois, il y a un petit peu de compétition. Non, mais non, absolument pas. Puis moi, quand je l'ai installé initialement, cette application-là, c'était une manière pour moi de me rappeler un petit peu qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que j'aimais pas, parce que à force d'en essayer tellement des sortes, des fois, on se dit, crime, je me rappelle pas, tu sais, mon coup de cœur. Sur ton application. Et là, on est dans les 700. Quand même. Dans les 700 depuis 2017. Ça vous donne une petite idée. Bon, mais là, c'est pas toujours des pintes que je bois. On s'entend, là, quand je les rentre, des fois, c'est des petits verres de dégustation. Mais en fait, c'est devenu presque une obsession. Là. Je m'en vais dans une microbrasserie, je vois qu'il y a 14 lignes de bière. Ben, servez-moi les 14 dans des petits verres de déguste, puis je les déguste toutes. Là. Ah ouais. Avec des amis, on fait ça. Mais c'est ça, moi, c'était une application que je l'utilisais pas tant pour le côté social de la chose, mais beaucoup pour le côté personnel, de dire qu'est-ce que j'ai bu, quels sont mes highlights. On peut passer ça sort des statistiques, finalement. Je peux retourner dans mon historique à moi, savoir qu'est-ce que j'avais vraiment aimé. Puis après ça, ben, si je veux racheter mes préférés, ben, je sais vers quoi me tourner. Okay. Fait que, mais finalement, après ça, on rencontre d'autres gens qui ont aussi l'application, on les ajoute. Puis là est venu le côté un peu plus social, de dire, ben, c'est le fun de voir qu'est-ce que mes amis autour boivent, puis justement, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé, puis ça donne des idées aussi. Est-ce que vous avez l'impression que cette passion pour la bière pourrait vous amener vers le scotch, le vin ou j'ai pensé à ça. Le café, je commence à développer une nouvelle petite tendance. Là, fait que je me dis, éventuellement, si ma palette de goût se développe un petit peu plus en profondeur, je vais peut-être me créer une nouvelle page Instagram, par exemple, là, Monde de graines. Je sais pas si ça serait un bon titre là, pour que les gens me suivent. Monde de graines? Ouais, c'est ça. Il y aura une petite gêne, mais... Tu vas peut-être être surpris par tes abonnés, Jimmy. On va peut-être dire plus la tendance Monde de graines dans ce temps-là. Mais sinon, éventuellement, pour le vin aussi, là, j'ai des amis qui sont un petit peu plus sur la tendance du vin, le scotch. Moi, c'est moins mon genre actuellement, mais je sais que éventuellement, mon goût va finir par changer, comme c'est arrivé il y a 2 ans. Là, fait que je demeure avec une ouverture d'esprit. Puis c'est surtout que je trouve que ce qui est différent avec le scotch puis le vin, c'est pas nécessairement les mêmes événements. Tu sais, moi, le soir, après la job, j'aime ça aller prendre une bière avec un ami, là, après souper à quelque part, j'essaie des nouvelles choses. Mais avec le vin puis le scotch, je trouve que c'est différent. Ça s'y prête pas de façon pareille. Là. La bière, ça amène un côté très décontracté, très relax. On se casse pas la tête. C'est facile d'accès. C'est pas trop cher non plus. T'sais. C'est vrai que quand on se tourne vers des produits comme le vin ou le scotch, ben c'est pas nécessairement... c'est pas la même... c'est pas la même crowd non plus, c'est pas la même clientèle. Exactement. C'est pas la même clientèle.
Mais personnellement, moi, j'aime beaucoup les deux autres, en fait. OK. Quand je pars en voyage, j'ai fait des voyages par le passé centrés autour de la microbrasserie. Dire, mettons, cet été, je suis allé à l'île du Prince-Édouard, il y avait 8 microbrasseries sur l'île, ben j'ai visité les 8, là. OK. Mais j'ai aussi fait des voyages, par exemple, en Europe où ben j'allais visiter des vignobles. Je voulais justement m'approprier un petit peu c'était quoi là-bas, les connaissances. Bon, je discutais avec les vignerons. Puis, pas plus tard que l'hiver dernier, ben, j'ai pris un cours de scotch aussi avec mon père puis mon beau-père. Puis, il y avait une fille de moins de 20 ans parmi à peu près 30 hommes de 40, 50, 60 ans. Puis, OK. mais j'aime beaucoup le scotch, puis c'est vrai que c'est des arômes différents, c'est un format de dégustation qui... Il y a quand même des ressemblances, là, comment déguster le vin versus la bière versus le scotch, mais j'ai cette curiosité-là simplement parce que, justement, je disais, c'est des produits qui se mélangent bien avec la nourriture, puis j'aime tout type de nourriture et donc tout type de boisson. Moi, je t'entends parler, Andréane, là, puis je trouve que tu es une vraie professionnelle avec ton parcours sur la ligne de vin, la bière aussi en Gaspésie, toutes les essayer. Là. Moi, quand j'étais assis à côté de toi, là, je me sens comme un amateur. Là. Je me sens petit dans mes shorts. Là. Sens-toi pas petit dans tes shorts, Jimmy, ça vaut pas la peine. Ça vaut, je te garantis. Comment ça se déguste? La bière. Une bière, oui. Comment ça se déguste Est-ce une que bière? c'est comme du vin là, qu'on observe, on sent? Ben, mettons là, qu'on veut être vraiment dans puriste, les règles. oui. Exactement. Mettons qu'on veut être puriste dans les règles de l'art. Oui. Tu sais, ultimement, on va commencer par regarder notre. Là, on a un verre de bière. Là, fait que prenons-le. On le prend. On le prend. Normalement, on regarde la couleur de notre bière. On pourrait s'amuser à essayer de décrire c'est quoi justement l'aspect un petit peu. Jean-Pierre, je t'invite. Ben moi, d'abord, elle est relativement trouble. OK, oui, tout à fait. Opaque ou ouais, exact. on peut pas voir à travers. Exact. Un peu jaune. Ouais. Là, tu sais, Il y a un peu de larmes, mais... Oui, ben là, on voit que amateur de vin, hein. Tu parles de larmes, mais... Sinon, elle a l'air laiteuse un peu. OK. Fait que, puis là, c'est là où on voit qu'on n'est pas des professionnels parce que probablement que tous ces termes-là veulent dire quelque chose sur le contenu de la bière. Puis oui, ça veut dire quelque chose, mais ben, je pourrais pas donner plus de détails. Par contre, on commence par la regarder. Après ça, évidemment, on peut se mettre le pif dedans, se faire une tête un petit peu sur les odeurs qui nous viennent. Puis un peu semblable au vin, les odeurs qu'on va avoir au verre pour la bière ne seront pas nécessairement les mêmes que ce qu'on va goûter ensuite. T'sais. OK. Fait qu'il y a toujours un peu... tu me diras si toi, ça, c'est si on veut être puriste. Là. Regarder, sentir, goûter. Il y a probablement 1001 autres étapes. Personnellement, moi, la bière, je garde ça plutôt simple. Je débouche la canette ou la bouteille. Je me verse ça dans le verre. Puis je me dépêche à prendre la première gorgée qui est la plus fraîche. Et la température? La température? Est-ce qu'il y a des choix personnels? Ou... Ben, évidemment, il y en a qui veulent une bonne Labatt 50 tablette. C'est pas mauvais en passant. Non, ben, il y a une raison pour laquelle ça perdure, cette mode, ou je sais pas trop, mais, tu sais, mettons, encore là, il y a des recommandations, là. OK. Des bières, mettons, moi, j'aime beaucoup, justement, les Scotch Ale, une bière qui est foncée, des brunes très fortes en alcool. Ça, généralement, ça se boit un petit peu plus chaud. OK. Parce que si c'est trop froid, on perd justement le goût. Comme le vin, d'ailleurs. Exactement. On perd le goût, on perd un petit peu aussi tous les arômes plus sucrés qu'on peut noter. Inversement, ben, si on va vers plus une blanche, quelque chose de plus léger, ou même une pilsner, quelque chose pour étancher la soif, c'est mieux d'avoir quelque chose de... Ouais, oh my God. C'est mieux d'avoir quelque chose d'un peu plus froid, tu sais. OK. Fait que ça dépend du style de bière, vraiment, mais... Jimmy, tu dégustes ça comment, une bière? Moi, je trouve que ça commence avant même de la déboucher, la bière. Vas-y. On regarde la canette, là, puis on est déjà influencé par rapport à ça. Je trouve que ça a un impact parce que quand tu parles à un ami, tu décris ta bière, tu vas lui dire où la trouver, puis tu vas décrire la canette quand même. C'est la bière avec un dragon rouge dessus, whatever. Ouais. Fait que, elle vient du fin fond de telle région. Hey, ils sont bien cool. Je pense que c'est quand même pertinent d'avoir quand même des belles canettes, parce que si la canette est pas belle, ça donne pas le goût nécessairement de l'acheter de prime abord. OK. Après ça,
tu débouches ta canette. Puis je pense que ici, la Corona qu'ils font chez Alpha, ils font exprès pour la remplir à rebord au complet. Parce que quand tu débouches, là, ça l'éclate partout. Là, puis c'est écrit juteuse sur la canette. Là. Fait que d'après moi, là, c'est une passe marketing qu'ils ont faite. Canette versus bouteille, ça... Bonne question. Moi, personnellement, j'ai pas de préférence. C'est-à-dire que... Oh, Jimmy est pas d'accord. Il parle de canette depuis tout à l'heure. Donc, il parle de canette. Son jeu est ouvert. On commence avec la canette, on la débouche, mais après ça, on la verse dans un verre. Okay. Oui. Puis après ça, on déguste au verre directement. Parce que je trouve que déguster à canette versus dans un verre, ça n'a pas tout le même goût. OK. Exact. Toujours dans un verre, moi aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que ma bière vienne en canette ou que ma bière vienne en bouteille. Pour moi... ça change pas grand-chose. En autant que le contenu soit bon, tu sais, je vais être bière content. en fût, disons, là, la même bière qui sort d'un fût ou d'une canette. J'aurais tendance à dire que la bière en fût est un petit peu plus fraîche quand tu la bois ici, par exemple, localement. Puis moi, je reviens encore sur la Kona, qui est ma bière favorite. Je trouve qu'elle est meilleure un mois après être encanée. OK. Quand elle est directement encanée comme ça, je trouve que son goût, il n'est pas encore assez prononcé. Un peu comme le vin, je dirais. Mais c'est bizarre parce que c'est la seule bière qui fait ça. Mais je pense que c'est parce que c'est ma bière préférée et je la connais vraiment comme le fond de ma poche. Non, j'ai quand même un bon palmarès là, sur mon blog. Là. J'ai un top 3 quand même assez varié. Quand tu dis là, elle est meilleure après un mois parce que tu regardes la date à laquelle elle a été mise en canne ou... en tu parles aux vendeurs ici. C'est ça, exactement. Je parle aux vendeurs parce qu'ici, ils font quand même des grosses batches de Kona, mais elle est très en demande. Puis des fois, il vient un bas, puis on peut plus l'acheter. Il faut attendre la prochaine batch quand ça arrive. Puis il te dit, par exemple, la semaine prochaine, là, ça va sortir, on va faire des canettes, tu vas pouvoir venir en chercher localement. Fait que là, moi, quand je suis dans ce temps-là, j'attends impatiemment qu'elle soit disponible, puis là, je passe le jour même venir l'acheter. Après ça, j'arrive chez moi, je déguste, puis tu sais, c'est la Kona que je connais, mais je sais qu'un mois plus tard, elle va être encore meilleure. J'ai une question pour toi, moi, Jimmy. Quand tu bois ta Kona, là, en fait, quand tu achètes ta Kona, est-ce que tu l'entreposes à l'envers? Là, on est rendu vraiment dans les... Ben là, on est là pour parler des vraies choses. Non, c'est ça, je la propose pas à l'envers. Tu l'entreposes pas à l'envers? Mais j'aime bien le fond de la canette, puis je le verse au complet. Mais tu sais pourquoi je te pose la question? Non. Jean-Pierre, sais-tu? La lie, probablement. Oui, la lie, mais en fait, il y a des bières maintenant qui écrivent carrément sur la canette, beaucoup dans les bières des microbrasseries d'ailleurs, qui écrivent sur la canette entreposée à l'envers, la canette, puis ou du moins avant de la servir, la laisser comme ça pendant peut-être quelques minutes, là, parce que justement, ça permet le mélange de la lie pour pas avoir l'espèce de vieux fond désagréable juste à la fin. Puis la lie, en fait, s'il y en a, ben ça contribue aussi à tous les arômes que tu vas déguster dans ta bière. C'est le contraire du vin, ça, par contre. Oui, exact. On n'en veut pas de vin. On ne veut pas brasser Dieu. la bouteille. Non, mais pour la bière, il y a plusieurs microbrasseurs qui impriment ça sur leur canette ou leur bouteille, stocker, portez attention, là, stocker à l'envers, puis la maintenir comme ça pendant X nombre de minutes avant de la servir. Ici, je vois que toutes les bières sont en canette. C'est question commerciale, savez-vous? Peut-être plus. Ben c'est vrai la facilité dans l'embouteillage ou en fait, les consignes? Aussi, ils font aussi des cruches quand ils font des tests avec des batches qui sont un petit peu moins grandes, quand ils font des variétés de houblon puis qu'ils veulent essayer ça à leurs clients, ils peuvent mettre ça dans des cruches puis tu peux les ramener ici. C'est plus pour des tests qu'ils font ça de cette façon-là, mais il existe d'autres microbrasseries qui vendent ça en cruche aussi. En fait, moi, personnellement, j'ai pas de préférence. C'est juste que des fois, il faut aller reporter la cruche au même endroit que tu l'as acheté. Fait que, tu sais, des fois, ça peut être un petit peu plus tannant, là, mais... Surtout le soir même. Mais les canettes, peut-être un petit peu moins chères. Peut-être un peu moins chères à produire. Il y a peut-être une question, effectivement. Question de consigne. Avant d'aller à la pause, vous parliez de verre tout à l'heure. Est-ce que il y a un verre pour chaque bière ou... un amateur comme moi, je pourrais décider que je vais m'acheter un genre de verre qui serait comme passe-partout un peu. Jimmy, je te fais une passe à palette. Tu veux-tu y répondre? J'ai l'impression de parler pas mal. En fait, moi, pour les verres, il n'y a pas vraiment de préférence. Là. Les différents types de verres, ça convient.
Un verre en verre, là, pas en plastique, j'imagine. Ça, je pourrais voir une différence. Ça serait un crime, je pense, un verre en plastique pour boire une bière de microbrasserie. Mais ça prend un verre en verre. Ouais, ça se mérite un verre. Je pense juste que ça prend un rebord qui est quand même pas trop épais non plus. Okay. J'ai remarqué ça, là, mais sinon, les différents modèles de bière, ça convient. Là. Est-ce que ton verre, Andréane, t'aimes le garder, mettre au congélateur avant? Ou Non, moi, personnellement, je le mets pas au congélateur, mais je veux que ma bière soit suffisamment froide. Là. Mais tu sais, c'est parce qu'en fait, je le disais tantôt, tout dépend de la bière que tu vas mettre dans ton verre. Si finalement ton verre est toujours au froid, mais que tu t'en vas boire une bière super foncée. Dont tu parlais tout à l'heure. Oui, exactement. Ben, c'est mais pas à l'inverse, en adéquat. plein été, là, s'il fait 24 degrés puis le verre est brûlant, c'est un peu déplaisant aussi. Faut pas que le verre soit brûlant. Faut ça. qu'il soit température pièce. Puis s'il fait super chaud dehors, il faut juste boire la bière plus vite. Mais, par rapport au verre, il y a différents styles de verre. Puis il y en a qui sont, mettons, préférés pour différents types de bières parce que un verre un peu plus échancré va faire descendre la mousse plus rapidement. Tu perds des arômes un peu plus vite, ce qui est approprié pour des bières plus légères, mettons, là, des blondes, des pilsner, des Kolsch, des choses comme ça. Il y a des verres, il y en a pour des IPA, il y a les ballons, justement, les ballons un peu plus trapus, le col un peu plus fermé pour les bières plus foncées, parce que ça retient un peu plus les arômes. Mais ça, c'est du marketing surtout, moi, je pense. T'as-tu remarqué qu'il y avait une différence, toi, quand tu goûtais les bières dans les différents modèles de verre? T'as-tu déjà fait une étude à double aveugle pour voir... À double aveugle, non. Simple aveugle, non plus. Non, mais je pense que oui. Je pense que pour le fin dégustateur, il va y avoir une différence. Pour monsieur, madame, tout le monde, puis je m'inclus là-dedans, qui veut juste avoir un bon moment pour boire une bière, je pense que tu t'achètes un verre que t'aimes, puis ça va faire en masse la job. Mais après ça, si justement tu deviens un peu plus passionné, puis que tu veux t'amuser à comparer, ben c'est pas non plus... je pense que ça peut être une belle curiosité de dire, ben j'achète un verre de différents styles, puis ça fait juste une plus belle variété à la maison quand on reçoit des invités. Là. Collectionnez-vous les verres? Non, vraiment pas, ça parce que moi j'ai une obsession un petit peu plus, j'ai une personnalité, là, j'aime ça, le rangement, que c'est propre. Fait que, tu m'as dit tout à l'heure que t'es un petit toc. C'est ça, fait qu'avoir beaucoup de verres dépareillés dans mon armoire, moi, ça passerait pas. Tu fais même pas d'exception pour la bière, pour les verres de bière. Pas d'exception dans la vie de Jimmy. Bon, on prend une pause? Yes, on prend une pause. Excellent. On tantôt. Est-ce qu'il faut être un fan de bière pour travailler dans une microbrasserie ou Pour travailler, moi je pense que oui. OK. Ouais, c'est important. C'est un peu comme la restauration. Faut que tu sois passionné pour être là-dedans, sinon ça marche pas. Là. Okay. J'ai été cuisinier longtemps avant de faire ça. Puis, OK. Puis est-ce que tu es on le dira pas à tes patrons, là, mais est-ce que tu goûtes aux bières des autres microbrasseries? Ah, ben oui. Okay. Bah, tout le monde goûte aux bières des autres. Par intérêt ou pour voir ce qui se fait, puis essayer de développer des meilleurs produits? Un peu des deux, oui. OK. Puis c'est un milieu qui est super collaboratif aussi. OK. Donc on s'entraide, là. Il y a beaucoup de gens, mettons que tu vas en visite chez quelqu'un, tu apportes une caisse de 24, tu leur donnes. OK. C'est super collaboratif. OK. Ouais. OK. Eh bien, merci. Ça fait plaisir. Merci pour l'accueil. Ben, merci d'être venu enregistrer ceci. À la prochaine. Yes. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com, bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend.
visitez le site web du balado à www.baladosanté.ca au BALADO-SANTE.ca. Visitez également notre page Facebook. Envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au balado sur la plateforme de votre choix. Jimmy, la différence maintenant entre une bière commerciale, là, une Molson Export, puis une bière, est-ce que tu vas boire une Molson Export ou pour toi c'est comme un crime de lèse-majesté, tu n'as aucun intérêt pour ça? Ah, mais en fait, moi je suis quand même assez piqué, là. J'avais peut-être pu voir ça un petit peu ce soir. Là. On comprend là, on commence à te saisir. Andréane et moi, là, on te regarde aller. Fait que moi, là, ma tendance avant de découvrir les bières de microbrasserie avant la COVID, là, c'était vraiment soit la Corona, soit la Heineken. C'était vraiment comme mon go-to. OK. Puis j'en bois encore aujourd'hui, mais c'est des événements qui sont différents. Là. Si je vais par exemple chez un ami puis qu'on fait une soirée dégustation, j'amène des bières de microbrasserie, puis on va jaser tranquillement, on va en essayer plusieurs, on va avoir du fun. Mais si par exemple on va faire un party, on est plusieurs, puis on est là pour triper, puis un petit peu plus prendre un coup, ça sera pas des bières de microbrasserie parce que ça se boit pas de la même façon. OK. Les bières de microbrasserie, tu peux pas en enfiler là, une puis un autre pour te saouler parce que tu développes comme un amer après la deuxième, la troisième qui est trop qui est prise trop rapide là, finalement. Okay. Là, tu te sens pas bien puis en fait c'est surtout le lendemain que tu t'en rappelles la dernière fois. OK. C'est vraiment différent parce qu'il y a beaucoup plus de houblon dans ces bières de microbrasserie là. Ça développe comme un, je dirais peut-être pas un effet antabuse, mais presque. Okay. Si tu prends un coup là-dessus là, directement. Là, mais est-ce que tu peux, mettons, déguster, mettons, si tu bois une bière commerciale, trouves-tu que ça goûte bon, là, maintenant? Ah oui, je trouve que ça goûte bon encore, mais ça dépend des différentes occasions. T'sais, par exemple, un soir de semaine, j'arrive chez nous, puis selon le repas que je vais prendre par exemple une Corona avec okay. Un spaghetti, des choses comme ça. Mais ouais, j'ai quand même du plaisir à boire ces bières-là. J'en bois quand même souvent. Là. Okay. Mais ça dépend de l'événement, puis ça dépend du repas aussi là, qui s'y prête. Là. Okay. Ouais, pareil pour moi. En fait, mettons qu'on y va en pourcentage, peut-être facilement 90% de mes achats de bière vont être des bières de microbrasserie. Mais il y a quand même une petite marge de 10% qui est quand même encore ouverte pour des bières plus commerciales. On dirait que moi aussi, j'ai un petit faible pour la Corona. Je sais pas, ça se boit bien avec une petite tranche de lime dans le goulot de la bouteille. Ça fait léger. Je suis pas quelqu'un qui va se tourner beaucoup vers des bières style... on dirait que quand on pense à des bières commerciales, c'est les Budweiser. La Labatt 50. Ouais, la Labatt 50, c'est... Mais la Labatt 50, moi, j'ai été marqué par ça parce que j'ai fêté mon 50e anniversaire il y a bientôt 3 ans. Puis le gag classique, c'est que tout le monde tabait de la Labatt 50. C'est vrai. Ouais, donc, je suis resté avec comme probablement 4 caisses de 24. Oups, là. Mais que les amis de mes enfants boivent encore à ce allègrement. Ouais, c'est ça. Mais exact, c'est ça. En fait, ça dépend des événements. Une soirée un peu plus festive où on n'a pas l'intention de franchement se rappeler de ce qu'on a bu. Une Labatt 50, ça fait l'affaire. Ça fait la job, tu sais. Ou quand on va au Festival d'été de Québec, puis que de toute façon, ta bière te coûte 10$, même si c'est de la Budweiser, ben, tu sais, on va boire ce qu'il y a. Exactement. Mais strictement pour le goût, de loin, je préfère les bières de microbrasserie parce qu'il y a une plus grande diversité, en fait, dans ce qui est proposé, je trouve. Puis c'est le fun aussi d'encourager local, tu sais. Les bières de microbrasserie, oui, je parlais de Untap tantôt qui se veut international, mais c'est vrai que ce qu'on trouve dans les magasins ici, c'est du stock local. Puis c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi d'encourager nos entreprises. Là. Fait que pour moi, ça fait plus de sens d'acheter ça puis de découvrir des produits qui sont tout le temps super intéressants plutôt que de se tourner vers des grands producteurs. Jimmy, tu parlais tout à l'heure, quand tu achètes une bière de micro, là, tu parlais de la Kona. Tu ne la veux pas nécessairement fraîche
Comme ça, attendre un mois? Oui, mais ça dépend, c'est quoi ma soif à ce moment-là, ma demande. Si ça fait un mois que je veux la boire, mais qu'il n'y en a plus nulle part, puis qu'ils vont l'embouteiller là, la semaine prochaine, quand que je vais venir m'acheter, c'est sûr que je vais en boire une directement. OK. Puis dans les prochains jours aussi qui vont suivre, là, je fais avec quand même. Là, moi, je bois une Kona ou 2 par semaine en moyenne. C'est pas tant que ça, mais j'aime ça d'en avoir quand même en main. Est-ce que ça se conserve, la bière de microbrasserie? Ça se conserve, mais pas... en fait, comme toute bière, je pense que quand on l'achète, on a envie de la boire. Là. OK. Mais mettons, il n'y a aucun intérêt à garder de la bière, ça c'est clair? Ben non, c'est ça. Je pense pas que c'est comme... C'est pas comme le vin, là. C'est pas comme le vin où on peut avoir des vins de garde, on l'achète, on le fait vieillir dans des conditions X, Y, Z. Des bières, ça vieillit mal, en fait. Là. Je pense qu'il y a une durée de vie plus limitée, là. Quelques mois, peut-être. Je suis peut-être généreuse. Quelques mois, moi, personnellement, j'ai jamais fait le test parce que la bière, elle reste pas assez longtemps. Là. Faites-vous des accords mets-bière ou quelque chose? Parce que, ou quand vous dégustez de la bière, j'imagine qu'il faut, comme le vin, souvent on va prendre du pain un peu pour couper le goût un peu. Ben, si on est strictement dans la dégustation, je sais pas pour toi, Jimmy, moi, des fois, je vais avoir besoin d'une petite gorgée d'eau entre 2 bières pour me refaire un palais. Puis, en fait, si je déguste plusieurs bières, c'est pas tant d'avoir de la nourriture pour casser le goût, mais c'est aussi de respecter un ordre dans la dégustation. OK. Parce que, évidemment, comme le vin, si on commence avec un vin rouge ultra corsé, puis qu'après ça, on s'en va goûter un petit vin rosé, le vin rosé, on le goûtera malheureusement pas tant que ça. Fait que c'est un peu la même chose pour la bière. Puis, fait que la bière, mais ça, ce qui est le fun dans les microbrasseries, c'est qu'on peut se laisser porter par les conseils des gens. T'sais. Si on s'y connaît pas trop, mais on a justement un esprit un peu curieux, on peut poser la question, j'aimerais goûter à tel, puis arrangez-moi ça pour que je puisse goûter chaque chose au bon moment, Puis, mais c'est un bon point que tu abordes, Andréane, parce que tu as mentionné qu'il y a quand même un ordre de croissance pour qu'on boit les bières. Puis, j'aimerais ça mentionner les bières session. C'est toujours des bières qui sont un petit peu plus light, si je peux dire ça comme ça. Là. Session IPA. Okay. Selon moi, c'est comme la moitié entre une bière de microbrasserie puis une bière commerciale. Okay. Donc, si on n'est comme pas trop certain d'aimer les bières de microbrasserie ou qu'on veut essayer, on peut aller vers la tendance d'une bière session. Ça va nous permettre d'explorer un petit peu le goût puis de voir si on aime ça, parce que c'est quand même des bières qui sont dites fortes parce qu'ils mettent plus de houblon que moi aujourd'hui je reconnais pas vraiment, mais les gens qui sont pas habitués à ces bières de microbrasserie-là, ils les trouvent beaucoup trop fortes. Fait qu'on peut leur conseiller des bières session à ce moment-là. Toi, en fait, Jimmy, t'es un grand amateur de NE IPA, de New England IPA, NEPA. Exact. C'est sauf que, comme j'ai dit tantôt, le goût il évolue avec le temps. Puis là, en ce moment, je suis comme plus vers un versant IPA. OK. Sauf que là, ça pose peut-être une problématique là, pour mon blog là, sur Instagram. Là, Mais disons, pour l'amateur que je suis, là, à la base, IPA, c'est l'acronyme? Indian Pale Ale. OK. Indian Pale Ale. Dans le fond, mais les IPA, c'est des bières généralement plus houblonnées. Fait que le côté très amer qui est peu apprécié par les nouveaux, mettons, les nouveaux dégustateurs de bière. C'est pas... mettons, quelqu'un voudrait s'initier à la bière, c'est pas ce que je leur... On commence pas avec l'IPA. Non, pas du tout. C'est pas quelque chose que je conseillerais. Moi, la grande experte que je suis, c'est pas quelque chose que je conseillerais. Je dis ça avec... Mise en garde. Ouais, non. Je dis ça avec sarcasme et ironie. Mais non, tu sais, puis il y en a des fois qui sont justement... On parlait de bière commerciale tantôt, puis il y en a des fois qui ont été initiés à la bière avec ces bières-là, qui parfois sont pas toujours les plus goûteuses, tu sais, puis sont un peu craintifs de se tourner vers après ça, d'aller explorer d'autres choses. Moi, j'en ai confondu quelques-uns, là, finalement, en leur proposant des bières, des bières fruitées, un peu plus sûres, ou des bières, justement, blanches, axées sur l'orange. Même, des fois, il y a des blanches, là, les Hefeweizen, qui sont plutôt bananées, un peu clou de girofle, ça se boit super bien. Puis les gens pensent pas à ça, connaissent pas ça, fait que...
ils se tournent vers la IPA parce que les gens ont vu ça Parce que c'est mode. Exact, parce que les gens voient ça partout, puis finalement, c'est pas du tout ce qui est facile à boire dans un premier temps, tu sais. Puis tu parlais de, Jimmy, des Session IPA, mais c'est des bières houblonnées, mais un peu moins amères. Fait que justement, quelqu'un qui a bu des IPA, mais qui est pas trop sûr de l'amertume, mais qui aime quand même un petit peu ça, pourrait se tourner vers des Session IPA parce que on se rapproche tranquillement pas vite d'une amertume un peu plus marquée, mais encore là, plus progressive, mettons. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans la bière. C'est savoir un petit peu quel type, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme arôme. Puis pour ça, on s'amuse à découvrir les différentes propositions des différentes microbrasseurs. Ah, c'est cool. Ouais. C'est cool. Buvez-vous de la bière sans alcool? Ça arrive. Mais des bières sans alcool, je n'achète pas vraiment, par contre. OK. Moi, je l'ai fait. Adrien? En fait, il y a des mois sans alcool. Tu sais, en fait, souvent, il y a un événement là, annuel. Je pense que c'est le mois de février qui proposait sans alcool. J'ai fait ça. Janvier, février. Ouais. J'ai fait, il y a 2 ans. Ma famille voulait nous embarquer là-dedans. Fait qu'on a fait un effort familial de sans alcool. Mais en fait, on voulait quand même continuer d'avoir un peu de je sais pas. De tradition. Exactement. Le côté festif de s'ouvrir une canette, quelque chose. Fait que là, on avait dégusté beaucoup de bières sans alcool. Pour moi, malheureusement, ça le fait pas. Non. Ça le fait pas. Il y en a quelques-unes qui réussissent à s'approcher des mêmes aromates, mais j'ai franchement de la difficulté. Je sais pas, c'est pas la même chose. Okay. Je sais pas comment décrire, je sais même pas c'est quoi le procédé pour la bière sans alcool. Et j'imagine qu'en fait... Moi, c'est intéressant que tu en parles, Andréane. Je l'ai regardé un petit peu avant de venir aujourd'hui en tant qu'amateur expert. Là, mais la bière sans alcool, la façon qu'ils font ça, c'est qu'ils peuvent le faire bouillir, la bière, pour faire évaporer l'alcool. OK. Sauf que quand on fait ça, on s'entend qu'on dénature quand même certaines molécules. Bouillir, même pas chauffer. Mais ils font chauffer. En fait, peut-être pas bouillir, parce que bouillir, c'est à 100 degrés, mais ils font chauffer à 70 degrés là, pour que l'alcool s'évapore, 70-80 degrés. Puis à un certain niveau, là, selon moi, ça dénature certaines molécules qui font en sorte que ça change quand même le goût. Là. OK. Sinon, il existe aussi un autre procédé, c'est qu'ils filtrent la bière avec un genre de filtre spécial qui retire l'alcool. OK. Puis sinon, il existe un autre procédé, c'est il arrête la fermentation juste avant que ça fait de l'alcool. Fait que c'est de la bière qui est comme pas complétée dans un procédé normal. Donc, selon moi, le goût, il est vraiment pas le même. Là. Non, c'est ça. Mais je dois dire qu'en vieillissant, l'alcool, on tolère moins bien ça, pour le sommeil notamment. Puis, tout à fait. J'ai quelques collègues et moi qui sommes des amateurs de bière sans alcool. C'est vrai? Pas tout le temps, mais puis, y en a-tu... la semaine ou autre. Y en a-tu que tu affectionnes particulièrement? Non, je pourrais pas te dire. Là, mais il y a des IPA sans alcool, là, puis de plus en plus. Puis c'est les meilleurs. Vendent beaucoup en épicerie ou autre. Là, je dis étrangement, mais c'est pas si étrange, mais justement, les IPA sans alcool, je trouve que c'est le style qui se rapproche le plus de ce qu'on peut retrouver dans une bière. Mais je trouve que le goût des bières sans alcool s'est amélioré par rapport à ce qui était offert il y a 10 ans. Il y a 10 ans, il n'y avait presque rien. C'était pas bon. Non, c'est ça. Là, actuellement, comme tu dis, c'est différent, mais c'est quand même... buvable. Est-ce qu'on veut quelque chose qui est juste buvable, par contre? Je sais pas, je suis peut-être un peu difficile. Ouais. Mais les IPA, c'est pas super. Ouais, exact. Chaque chose en son temps. Pour l'instant, je profite des bières avec alcool. Exactement. Sauf un mois par année. Les amis, il y a toujours une petite section baguette magique dans mon balado, donc je clôt mes balados de cette façon-là. Donc, on va commencer par Jimmy. Jimmy, si tu pouvais changer une chose dans le système de santé aujourd'hui, ce serait quoi? Il y en a quand même plusieurs auxquels je pense, là. Surtout en tant que futur radiologiste. Là, je pourrais en parler longtemps, mais sinon, quelque chose que je pense... Une chose, ça serait la santé mentale dans notre société. J'aimerais ça qu'il y ait plus de ressources, plus de disponibilité pour les patients, parce que j'ai fait l'externat, j'ai aussi là, une année ectopique en radiologie à faire, puis on voit beaucoup de patients là, qui sont atteints par la santé mentale, que ce soit directement à l'urgence ou durant le cours d'une hospitalisation. Puis, on n'a pas nécessairement beaucoup de ressources, je trouve, actuellement, pour les faire voir rapidement, les faire suivre.
Puis on voit quand même des drames qui arrivent à l'occasion. Il est arrivé ici, là, des drames aussi, là, il y a 2 semaines, ici à Québec, il est arrivé des meurtres qui ont eu lieu. Fait que je pense que la pandémie, ça a exacerbé ça dans notre société, la santé mentale. Fait que si je pouvais changer quelque chose, mais je mettrais plus de ressources. Plus de ressources en santé mentale. Exact. Andréane? Mais j'ai envie de... Ben en fait, on en a parlé en tout début de balado, là, mais l'épuisement professionnel, bon, je ferai pas un gros topo là-dessus, mais on dirait qu'il y a beaucoup... En fait, notre système, je pense, qui est bien imparfait, autant pour ses utilisateurs que pour ses travailleurs. Puis, j'aurais envie de dire que si on veut avoir un système... En fait, si on veut avoir des patients en santé, ça passe évidemment par des travailleurs en santé. Fait qu'au-delà de dire, ben je veux changer, mettons, les ressources pour un seul groupe de personnes, je voudrais plutôt qu'on prenne soin des gens qui œuvrent dans ce milieu-là, parce que c'est vrai que je sais pas trop vers où on s'en va. Je parle pas juste des médecins, mais il y en a plein des corps de métier dans le système de la santé qui sont épuisés. Il manque de personnel, on le sait. On a besoin d'avoir plus de relève, mais malheureusement, ça prend du temps à former. Je pense que notre système de soins en est un qui est peu tourné vers la prévention. En fait, on est beaucoup à traiter le problème lorsqu'il se présente. Je pense qu'une manière de peut-être déloader notre système de santé, autant pour ses utilisateurs que pour les travailleurs, serait de se tourner vers une approche un petit peu plus préventive de la santé. OK. Protéger tout le monde. Je sais pas de quelle manière. C'est une baguette magique, mais j'aimerais que c'est ça, que les gens soient moins en détresse dans le milieu de la santé, parce que je trouve qu'on est un peu tous rendus au bout du rouleau. C'est malheureux. Ben pour vos 2 interventions, je pense qu'il y aurait des choix difficiles à faire, là, d'une part, parce que les ressources sont limitées. Donc, l'argent qu'on met en santé mentale, il va falloir le prendre ailleurs. Donc, l'autre élément dont tu parles, c'est le court terme. Ouais. Selon moi, c'est la santé est trop politisée. On vit sur des cycles électoraux de 4 ans. Comment penses-tu qu'un politicien va mettre en place une mesure de santé dont le rendement va être... Exactement. C'est comme une obligation d'épargne qui viendra à échéance dans 20 ans. C'est la raison pour laquelle les politiques, mettons, environnementales sont si peu populaires, parce que c'est des politiques qui demandent de voir très, très loin. Puis c'est pour ça que les partis qui se tournent vers un discours très environnemental sont moins populaires, parce que les gens vivent dans le maintenant puis veulent avoir des retombées positives pour eux maintenant. Mais en tout cas, c'est un grand débat. On pourra en reparler dans un autre balado. Tout à fait. Jimmy, si tu pouvais rencontrer une personne dans le monde pour prendre une bière, ce serait qui? Oh, moi, ça serait Elon Musk. Oh Mon Dieu. Moins populaire ces jours-ci, un peu. Ouais, c'est ça. Mais profites-en, parce qu'il va peut-être finir en prison. Mais je vais controverser, Jimmy. Elon Musk, je trouve que la technologie qu'il a inventée dans les dernières années, avec Tesla, avec SpaceLink, Neuralink qui s'en vient éventuellement, je trouve que c'est quelqu'un qui est super brillant et qui amène beaucoup de technologie sur le marché. Les Tesla qui conduisent de façon automatique, là, je trouve ça vraiment incroyable. Sinon, c'est quelqu'un qui est aussi philanthrope. Il a déjà dit aussi que, je vais le quoter, il a dit « Population collapse due to low birth rate is a much bigger risk to civilization than global warming ». Okay. Fait que dans le fond, ce qu'il dit, là, c'est que si la population ne se reproduit pas assez, c'est un risque assez sévère pour la civilisation. Puis lui, ce qu'il dit, c'est qu'il veut qu'on aille sur Mars pour pouvoir perpétrer l'humanité là, si jamais arrive un malheur sur la Terre. Fait que c'est quand même quelqu'un qui est assez philanthrope, qui va au-delà aussi de sa technologie. C'est quelqu'un qui est philosophe aussi. Puis tu sais, il a parlé dans un podcast récemment qui disait que au Japon, depuis environ 2010, là, ils vendent plus de couches pour les adultes que pour les enfants. Fait que je trouve que c'est quand même...
c'est une problématique, puis lui, il ose l'adresser, là, puis aussi d'une certaine façon, il dit qu'il contribue à faire plus d'enfants, là, mais ça, c'est un autre sujet, là. On parlera peut-être pas ce soir. On reparlera d'Elon Musk dans un an. Je suis un peu inquiet pour la suite des choses. Andréane, toi, ta bière de rêve? Moi, je pense que j'irais vers... j'allierais deux de mes grands intérêts, c'est-à-dire le cinéma et la bière. J'inviterais Meryl Streep, qui est une actrice américaine, moi que j'adore énormément. Elle a fait une des plus nommées aux Oscars d'ailleurs, plus de 20 nominations, mais aussi parce que simplement je trouve que ça a l'air d'une personne particulièrement drôle avec qui on pourrait jaser puis avoir du plaisir autour d'une bonne bière, je pense. Ça pourrait faire des belles anecdotes. Excellent choix. Ouais. Est-ce que tu supportes une cause, une fondation? À l'approche des fêtes, j'aimerais parler. Je supporte Nez Rouge beaucoup. Okay. En fait, ça fait 5 ans que je m'y implique à chaque année comme raccompagnatrice. À travers toutes tes activités? Oui, je le fais pas pendant le mois au grand complet, mais je choisis 1 ou 2 soirées par année pour aller faire un peu de raccompagnement. Je trouve que c'est une organisation qui est ultra bienveillante. On diminue finalement la mortalité, la morbidité sur les routes. Puis en plus de ça, puis peu de gens le savent ça, mais que c'est que des bénévoles et que tous les dons vont à finalement des organisations pour la jeunesse et le sport. OK. Fait que je trouve que c'est une pierre, 2 coups. Une pierre, 2 coups. Puis, on aurait pu dire 2 bières d'un coup, mais ça sera un jeu de mots. Ouais, exact. Mais j'apprécie la pensée. Fait que Nez Rouge, si vous voulez l'utiliser, c'est une belle organisation, vraiment. Jimmy, une fondation, toi? Ou... Peut-être pas une fondation, mais sinon, une cause qui me tient à cœur, moi, c'est surtout le recyclage. OK. Nous autres, on a appris ça au primaire à recycler, parce que dans le temps, là, ils faisaient pas ça, du recyclage. C'est quand dans le temps, là, juste pour que je me situe? Dans le temps, une autre époque, je sais pas. Avez-vous connu ça, vous, le recyclage, Jean-Pierre? Quand j'étais jeune, pas beaucoup. Non, c'est ça. Puis là, est-ce que vous recyclez actuellement? Oui, on recycle, mais tu sais, il y a du faux recyclage. Hein. Il y a des gens qui mettent des vidanges au recyclage parce qu'il y a des villes où les gens sont limités dans la quantité de rebuts. OK. Donc, les gens vont mettre des rebuts dans les bacs de recyclage. Ouais. Mais je suis pour le recyclage. La réponse est oui. Parfois, il y a quand même des petits problèmes qui sont soulevés, disons, sur la gestion des matières recyclables, l'endroit où c'est envoyé. À l'occasion, on entendait parler de rebuts recyclables, entre guillemets, qui étaient envoyés en Chine, pour dire quelque chose. OK. Ça perdait un peu de son intérêt environnemental d'envoyer du papier par bateau à l'autre bout du monde. Et c'est certain qu'il faut faire quelque chose avec ça, c'est sûr. Tout à fait. Mais moi, ma passion, qui est les bières de microbrasserie, tu sais, à la toute fin, je recycle les Donc, c'est les pour des canettes, raisons là. environnementales que tu bois de la bière. C'est un beau geste. Une dernière pensée. En ce vendredi soir, 16 décembre 2022, où tout a été dit. Mon Dieu. C'est à qui le mot de la fin? Jimmy, tu clôt ça? Non, je peux clore aussi. Chacun on clôt, en fait. Ouais, j'ai quelque chose à dire aussi. Oh, t'as quelque chose? Je t'invite On à le dire t'écoute, d'abord, Jimmy. vas-y. Moi, un petit wrap-up, là, un petit conseil pour les auditeurs qui vont nous écouter. Et ce que je dirais, c'est que, comme moi, personnellement, j'ai appris que le goût, ça évolue avec le temps. Tu sais, j'aurais jamais pensé que je deviendrais un fan des bières de microbrasserie. Puis, sachant ça, actuellement, je sais que dans quelques années, éventuellement, mon goût va changer pour d'autres préférences, sûrement le vin, le café, les choses comme ça. Fait que si j'avais un conseil à dire aux auditeurs, ça serait de garder l'esprit ouvert. Regarde. Moi, j'aimerais féliciter les gens qui se sont rendus à la fin de ce balado. Ça représente beaucoup pour moi. Merci. Merci beaucoup. Non, mais aussi, sur une note plus sérieuse, c'est vrai que les bières, c'est encore en effervescence. Puis des microbrasseries en poussent un petit peu partout. Soyez un peu curieux. Si vous vous promenez un peu partout au Québec, regardez sur Google, puis je suis pas mal sûr que vous allez trouver une ou plusieurs microbrasseries dans le petit coin de pays que vous allez visiter. Puis ça fait toujours des belles découvertes. Puis ça permet aussi de faire des belles rencontres avec les personnes qui viennent prendre une bière aussi comme vous dans la microbrasserie. C'est des beaux points de rencontre. Je pense que ça rapproche la bière comme on peut voir actuellement. Exact.
Les amis, merci. Merci Jean-Pierre Merci pour d'avoir l'invitation. pris le temps pour un vendredi soir après le travail. Bonne dégustation. Merci vraiment. Merci. Santé. À la prochaine. À la Yes, bye-bye. prochaine. Bye. Au revoir.